bienvenue pour cette nouvelle émission. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que voilà, que du positif, que du positif, que du positif. J'ai à côté de moi, alors je sais même pas comment le décrire ce bonhomme. Je sais même pas comment le décrire. En plus, il me fait rire déjà, là, même pour qu'on commence avec son beau sourire. Comment je le présente? Déjà, David. Alors, déjà, bonjour à tous, bonjour à toi. Merci pour cette belle invitation dans ce bel établissement médiatique. Comment me définir? Quand je discute avec mes amis, on va dire sous sein privé, je me définis comme un amoureux de la Martinique. Ah, c'est déjà beaucoup. Ne parle pas trop, c'est moi qui donne le tempo. Parce que si on ne garde pas, on va dire, on n'essaie pas de cadrer David peut parler pendant des heures parce que vraiment, c'est un passionné. J'ai vraiment tenu en fait à l'inviter, en tout cas dans cette émission, pour plein de raisons. Je pense que vous allez comprendre à la fin de cette émission. Alors, amoureux de la Martinique. Tout à fait. Tu viens de finaliser, donc on part vers la fin et on retourne au début, t'inquiète pas. Tu viens de travailler sur un super projet, en tout cas finaliser ta 13e édition, je crois. 13e édition de la Martinique Cup, effectivement. Alors, la Martinique Cup, bon, il y a déjà 13 ans, plutôt 14, puisque l'édition de 2020 a été annulée, mais bon, c'était le Covid. Donc, il y a une petite quinzaine d'années, quand on a pensé à ce projet, on nous disait, mais c'est bizarre, Martinique Cup, pourquoi vous ne mettez pas le nom qui pourrait permettre d'identifier la manifestation? Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une course de motonautisme, donc une course de jet qui se déroule historiquement depuis la plage du Diamant. Un grand merci à la ville et l'ensemble des partenaires qui œuvrent à la mise en place de la manifestation. Parce qu'en fait, on l'a appelé Martinique Cup parce qu'on considère qu'en fait, nous sommes simplement des personnes de passage dans le paysage nautique, dans le paysage organisationnel martiniquais. Et il n'était pas nécessaire pour nous d'adosser le mot jet ski à la manifestation, parce que qui dit, peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, ce sera Martinique Cup, il y aura un autre support. Pourquoi pas une course de cheval sur la plage du Diamant? Pourquoi pas un gigantesque tournoi de pétanque? Pourquoi pas ou une course de natation, ou effectivement, ou ailleurs. Donc l'idée était surtout pour nous à l'époque de démontrer que notre nautisme, aujourd'hui, on a beaucoup avancé sur la question. Le nautisme martiniquais pouvait être porteur de développement économique de manière beaucoup plus générale, beaucoup plus globale. Alors, ceux qui ont connu la manifestation il y a quelques années, c'était énormément de Martiniquais, de Guadeloupéens, donc une très forte adversité entre les deux îles. Et puis, ça fait vendre quelque part Martinique, Guadeloupe. On s'aime en fait. On s'aime, mais bon, des fois, on veut se déchirer. Et puis, avec le temps qui a passé, on a voulu aller plus loin et construire un véritable projet de tourisme sportif. Et au fur et à mesure du temps qui a passé, avec l'accompagnement des collectivités de la ville du Diamant, nous avons muté gentiment vers un produit purement touristique où en fait 99% des acteurs viennent de l'extérieur. Et pour le moment, ça marche. Il y a toujours des choses à améliorer, mais dans l'ensemble, on est quand même assez satisfait. Génial. Je pense que là, vous savez à peu près de qui je parle. David, tu es ouf. Alors. Ah, tu es né où, tu es né quand? Allez, commençons par voilà, les choses sérieuses, on va dire. Je suis né. Et là, il est gêné, je pense qu'on va plus l'entendre. Oui, je suis gêné parce que j'aurais aimé dire que je suis né en Martinique, j'aurais aimé dire que je suis né à Sainte-Marie, au Lorrain, à Chelcher, parce que j'aime mon pays. Malheureusement, je suis né pendant la période estudiantine de mes parents, donc je suis né à Paris, dans le 14e arrondissement, mais j'aurais préféré dire 14e. Que je suis né à Chelcher, Fort-de-France, Marin. Et les estudiantines, ils étaient jeunes alors? Oui, ils terminaient leurs études, donc ils m'ont eu un 7 avril 1972. Super. Tu as grandi, frères et sœurs? Alors, j'ai un frère et une sœur, donc je suis le plus grand de près de 12 ans. Ah oui, quand même. Vraiment, tu as eu le temps d'être bien chouchouté. J'ai eu le temps d'être seul longtemps. Et puis, maintenant, j'ai un frère et une sœur. Maintenant, à mon âge, l'écart ne veut plus dire grand-chose. Mais quand on était ado, effectivement, ça pouvait paraître bizarre. Moi, j'ai de la chance. Je suis à côté de David. Tout de suite, le regard a changé. On sent que, on commence à s'intéresser à des choses qui sont un peu plus personnelles. Oui. Alors, tu as vécu là-bas longtemps, seul? J'ai vécu là-bas jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Est-ce que tu rentrais en Martinique entre cette période-là?
Ben, je n'en ai pas vraiment souvenir. Je suis rentré en Martinique, j'avais 6-7 ans, à la mort de mon grand-père. Donc, ma mère est rentrée en Martinique. Ça a coïncidé avec la fin de ses études. Et puis, j'ai poursuivi ma vie scolaire. Ta mère t'a eu pendant ses études. Pendant Sacrée ses beau de études. femme. Ouais. Voilà. Donc, elle terminait ses études. Donc, je suis rentré. Et puis, je crois pouvoir dire assez aisément que j'ai toujours vécu en Martinique. Hein. Tu es arrivé où? Alors, quand je suis arrivé en Martinique, je suis un Vauclinois d'origine. Donc, ah bon? Oui, je suis Vauclinois d'origine. Donc, sudiste. Je suis sudiste, Vauclinois d'origine. Donc, j'ai vécu très longtemps. J'ai fait mes petites classes au Vauclin. Donc, j'ai tous mes amis de classe vauclinois. J'adore le Vauclin. Je trouve que c'est une belle place, en fait. C'est une belle commune. Alors, je ne sais pas comment c'était avant, mais alors, il y a un restaurant que j'adore, c'est chez Marie-Alice. Oui. Et je trouve ça génial, en fait, l'espèce de petite esplanade là. Tu sais, puis tu as la mer qui arrive. C'est encore sauvage. C'est encore assez typique. Ah ouais, c'est super agréable. Certains diront qu'ils ont pris du retard. Moi, je pense qu'au contraire, finalement, c'est une certaine forme de fixation dans le temps. Et ça permet d'avoir... Et puis, ils ont fait une espèce de petite place là, avec le manège et tout. Moi, je trouve ça génial. Apaisant, j'adore. J'aime beaucoup le Vauclin. Et bon, après, il y a certainement, du point de vue de certains, des choses à améliorer, du point de vue d'autres, des choses à fixer. Bon, mais elle est charmante, cette commune. C'est le lot de toute commune. Hein. Il y en a qui veulent que les choses bougent, il y en a qui veulent que les choses restent comme elles sont. On va aborder un sujet tout à l'heure. Hein. On commence par P. Alors, donc tu as vécu au Vauclin, tu as grandi au Vauclin, tu étais au lycée où, collège où, Vauclin toujours? Alors, j'ai fait mon collège après, quand j'ai commencé à grandir. Mais ma mère est, comme beaucoup de sudistes, a commencé à travailler à Fort-de-France. Ah oui, quand même. Elle est allée à Fort-de-France, donc j'ai vécu à Fort-de-France. Où ça? J'ai fait mon collège au Terre-Saint-Ville, mes petites classes au Terre-Saint-Ville. J'ai fait mon collège au collège Renan. D'accord. Après, je suis allé au lycée technique, où je ne suis pas resté très longtemps parce qu'en fait, à l'époque, j'étais très sportif. Tu as toujours aimé ça? J'ai toujours été très sportif. Toujours. Donc, j'ai eu une vie sportive très engagée. J'ai été à multiples reprises champion de Martinique de planche à voile. Ah oui, quand même. Voilà, j'ai fait les sélections pour les Jeux Olympiques de Barcelone en 92. Donc, tu es parti et tout ça. Donc, je suis parti à mon année en 92. J'ai remporté le championnat de France. Donc, je suis parti à La Rochelle, où j'étais en sport-études pendant une année et finalement, pour de bonnes et de mauvaises raisons, je suis revenu en Martinique, je suis allé au campus, j'ai fait mon service militaire et puis la vie active. J'ai commencé à travailler dans un premier temps dans des clubs nautiques, puisque je suis aussi éducateur sportif. Mais qu'est-ce qui t'a attiré vers la mer? Moi, quoi, quand tu me diras, peut-être que c'est le Vauclin aussi, le fait d'être, non? Oui, parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, je montais régulièrement en vacances au Vauclin, le week-end au Vauclin, dans la maison familiale. Donc, on avait donc 2 foyers, un foyer Foyalais, un foyer vauclinois. Et le week-end, on montait au Vauclin. Et quand je montais au Vauclin, en plus que de rouler dans les rues du Vauclin, buste nu, pieds nus, à vélo, à faire les fous, on faisait beaucoup de voile. On a découvert la voile. Nos copains étaient marins-pêcheurs. On passait du temps à la Pointe-Fola, qui n'était pas du tout à l'époque comme c'était aujourd'hui. C'est-à-dire, c'était comment? C'était très sauvage, très typique. Ça allait toujours un peu, hein, à part la résidence là qu'ils ont construite. Oui. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est vrai. Non, ça n'a rien à voir avec ce que c'était. C'était vraiment sauvage. Il n'y avait pas âme qui vive. Le club nautique du Vauclin, qui a été l'un des premiers clubs de France, par ses résultats, avec de nombreux sportifs qui avaient d'excellents résultats, était une petite bicoque en bois qui malheureusement n'a pas résisté aux intempéries. Donc, entre-temps est venu un autre club, l'UCPA. Les entités ont cohabité. J'ai travaillé là-bas. Après, j'ai travaillé au Robert, j'ai travaillé au Yacht Club. Et puis, finalement, l'âge aidant, j'ai commencé à à caresser le projet d'être plutôt force de proposition, parce que bien sûr, quand on grandit, qu'on est sportif, on se crée des amitiés, mais on se crée aussi des inimitiés. Et c'est une question de tempérament, puisque aujourd'hui, je suis toujours un peu comme ça, à plus de 50 ans. Je ne suis pas une personne qui aime être dans l'immobilisme. Donc, il ne m'a pas fallu longtemps avant de commencer à me heurter à ceux que je considérais être des personnes mobiles, plutôt immobiles. Donc, je me souviens quand j'étais plus jeune, quand on participait aux réunions, tu crois que c'est comme ça, tu es toujours dans la revendication, il dit, ça te comprend, c'est comme ça, ben pas de problème. On va vous démontrer que c'est possible. Et puis est né un projet que j'ai appelé Jet Attitude. Donc l'idée était d'utiliser le nautisme. Tu te souviens à quel âge tu as commencé ça? J'ai commencé ça en 2009.
2009. Donc l'année de la grande grève. Non, c'était l'année de la grève. Exactement, l'année de la grève, 2009. Donc j'ai créé cette structure en 2009 qui, je crois, pour l'époque était un projet quand même assez novateur parce que c'est une activité, c'est une association multi-activités. Donc on est officiellement référencé pour du motonautisme, pour du vélo, pour du quad, oui, c'est pour vrai de que la c'est un voile. grand sportif, quoi. Voilà, pour plusieurs activités. Donc on est principalement connu sur des activités nautiques motorisées, mais on fait aussi un peu de vélo, on fait aussi un peu de quad, on a essayé une aventure motocross, on est multi-activités, mais c'est vrai qu'on nous connaît plus précisément sur la partie nautique motorisée. Et puis assez rapidement, nous sommes arrivés sur d'autres thématiques. Oui, mon Dieu, je suis en train de parler avec toi, mais j'ai oublié qu'il y a des photos. Il faut qu'on diffuse des photos, donc ça va nous aider aussi dans le déroulement. Enfin, je t'écoute, tu vois, je t'ai dit ça. C'est que si on ne te cadre pas, je pars avec toi et je me... On a des photos, donc on va essayer... Oui, on va essayer de les interpréter. Voilà, on va essayer de les interpréter parce que du coup... Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'une de nos manifestations Jet Attitude. Jet Attitude. D'accord. Au Diamant. Donc, à l'époque, des gens ne se contentaient pas de faire simplement des courses, mais on avait un gros volet d'animation avec les partenaires. Tu m'as dit que Jet Attitude, c'était en 2009. On a créé l'association en 2009. Et je pense que là, on doit être aux alentours de 2012-2013, avec des très fortes affluences populaires. Donc, c'est des personnes qui venaient voir la course pendant le week-end à l'époque de Pentecôte. Donc, il y avait une énorme fête avec une animation podium comme on en voyait peu. Et donc, c'était déjà du jet ski. C'était déjà du jet ski. Ça a toujours été du jet ski. Ça a changé depuis un petit peu là. Oui, ça a changé. Donc, là où ce qui nous a amené à changer, c'est que quand on fait en sorte d'avoir autant de personnes sur le domaine public, on est en totale responsabilité. Et l'association, elle, est en charge et en responsabilité pour tout ce qui se passe sur mer. Mais quand on déclare une manifestation, c'est la collectivité. Voilà. Donc, on a préféré effectivement muter pour avoir moins de personnes parce que les budgets que nous avions à l'époque étaient des budgets qui étaient mobilisés pour la partie nautique et pas pour la partie sécurité. Oui, parce que tu as la sécurité, voilà. tu as encore... Et puis là, il y a énormément de monde. Il y a beaucoup de monde. À l'époque, on était sur des volumes avoisinant les 20 000 personnes sur 3 jours. Sur 3 jours de manifestation. Donc, pour une jeune association, c'était beaucoup. C'était aussi des risques. Dieu merci, ça s'est bien passé. On n'a jamais eu d'accident à déplorer. Mais on a préféré effectivement recadrer un petit peu les choses sur la partie nautique. Ensuite, je crois que il nous donne plein de photos. Parce que David est quelqu'un de très bien organisé. Alors ça, là, c'est pas toi, ça. Oui, c'est moi. C'est moi avec le crâne rasé. Oui, parce que bon, les cheveux, ça pousse. Heureusement, ça pousse. Oui, à l'époque, j'avais le crâne rasé. Donc là, je faisais de la planche. Tu avais quel âge là, Dido? Oh, je devais avoir, grosso modo, milieu de vingtaine, 25 ans, je pense. C'est pas possible. Et oui, hein, donc, tu vois, bon, ce qui est important, c'est la performance. Il n'y a pas de vague et tu vois comment la vague, on arrive à sauter. Ouais, donc c'était mes années de grosse passion nautique, voile. Donc, j'ai été un gros pratiquant d'activité voile. Planche à voile plus particulièrement. Et là, c'est un saut réalisé pour amuser un petit peu la galerie. Donc, est-ce qu'on est capable de sauter sans vague? Mais oui, c'est la preuve. Hein. On est capable de sauter sans vague. Tout est une question de technique. Il dit tout ça là, il est tout ému. Ses yeux sont brillants, super. Mais comme quoi, tu vois, j'ai vu les photos, jamais je me suis dit, mais c'est David là. Eh oui, pourtant, c'est bien moi. C'est bien moi. Alors, le rocher du diamant et le point de vue. Alors, c'est un endroit que j'aime beaucoup parce que je suis aussi un gros pratiquant de vélo. Et je fais du vélo. Déjà, un grand coucou à mes amis que je ne vais pas tous citer. J'essaye de faire du vélo uniquement avec des garçons qui sont plus forts que moi. Donc, ça m'oblige à une grosse astreinte en termes de qualité de vie, de nourriture. Et j'aime aller au Rocher du Diamant à ce point de vue le matin. Déjà, pour y arriver à vélo, c'est que ça grimpe déjà pas mal. Tu pars d'où? Tu pars ça dépend. De Dizac? Je peux partir de Dizac. Je peux partir de Fort-de-France. De Fort-de-France? Ça, oui, les vélos, ça roule. Donc, attends, le matin, tu sors de Fort-de-France, tu prends ta voiture, oui, je prends mon vélo et je monte au Diamant. Donc, tout dépend de là où je pars. Oui, c'est ça. Et j'aime bien aller à ce point de vue le matin très tôt. Il y a une luminosité extraordinaire le matin. Et puis, cette brise sudiste
Je trouve que c'est un endroit qui m'apaise. Déjà, l'objectif d'y aller le matin, en soi, à vélo, c'est déjà une forme de réveil musculaire. Et puis, j'aime être à cet endroit. Il y a la brise, il y a le rocher, il y a la luminosité. Ça m'apaise. Tu m'impressionnes, tu sais ça. Il y en a qui se posent le matin, ça va, est-ce qu'ils mettent le pied ou pas dehors. Et toi, tu te dis, tiens, je prends mon vélo et je vais au diamant. Ouais, bon, ils sont nombreux en Martinique à avoir des passions et de saines passions. Je rencontre beaucoup de camarades cyclistes le matin très tôt qui font pareil. Hein. Donc, non, la Martinique est particulièrement, et à mon avis, trop segmentée. On est sur une petite île. Il se passe des milliers de choses, mais en fait, on ne le sait pas. On ne le sait pas parce qu'en fait, on ne communique pas beaucoup. On est très souvent un peu renfermés sur nous-mêmes. Et il y a beaucoup de gens qui font des choses extraordinaires et malheureusement... N'hésitez pas à nous contacter. Hein. L'idée, c'est de mettre en lumière aussi toutes ces personnes. Et c'est l'objectif aussi, en fait. C'est-à-dire qu'il y a énormément de belles choses. Et on a tendance beaucoup à s'apitoyer sur ce qui ne va pas. Je pense que tout le monde sait ce qui ne va pas, mais finalement... en tout cas, on n'arrive pas, ou en tout cas, on n'arrive pas suffisamment, en tout cas, selon moi, en fait, à valoriser les choses positives, les belles choses et les choses simples. Donc, autre photo, puisqu'il a bien travaillé. Hein. David, c'est un super bosseur. Alors, là, c'est une belle illustration de notre projet nautique motorisé. Donc, là, qu'est-ce que je vois? Je vois surtout une équipe. Donc, vous voyez, il y a autour du jet 6 personnes qui ont toutes payé pour venir en Martinique, pour participer à une manifestation organisée par des Martiniquais, 100%, à la Martinique, durant plus d'une semaine. Donc, par-delà les 6 personnes, c'est tout le développement économique qu'il y a. Ce sont des personnes qui louent des voitures, ce sont des personnes qui payent pour venir à la Martinique pour quelque chose qui est organisé par des Martiniquais. Ce que je veux dire par ça, c'est que la chasuble, le casque, le jet, les personnes qui sont autour de ce sportif contribuent en soi à une certaine énergie, aussi bien énergie économique, énergie physique, énergie humaine. Et c'est ça qui nous enrichit, nous, membres de l'organisation Jet Attitude, qui nous donne envie de nous dépasser parce que, quelque part, quand on voit que autant de personnes peuvent venir à la Martinique pour pouvoir participer à une manifestation qu'on a simplement pensé entre nous, on va leur montrer qu'on est capable d'organiser des choses qui peuvent faire rayonner notre territoire. Mais ce sont des choses qui nous galvanisent, qui nous donnent envie de faire mieux et qui, quelque part, aussi font peser sur nos épaules une certaine forme de pression parce qu'il faut se montrer à la hauteur des investissements de ces personnes qui viennent à la Martinique. On va aborder le point politique tout à l'heure, hein, je te promets. Regarde toutes tes photos. Faisons vite. Mes DS. Oui. Mes DS. Alors, j'ai 3 filles. J'ai 3 filles qui sont nées... bientôt. Non, c'est fini. 3 filles qui sont nées toutes les 3 à 8 ans d'intervalle. Donc, tous les 8 ans, j'ai remis le service. Attends, là, la dernière à quel âge? La dernière à 5 ans. 5 ans, Sana. Donc, 3 filles. Sana, la dernière, Alexandra, la cadette, et Emma, la plus grande. Emma, c'est celle qui est au milieu. C'est elle qui est au milieu. D'accord. C'est elle qui est au milieu. Alors, papa comment? Papa Paul. Papa Poule, mais strict. Papa poule, papa gâteau, comme j'aime à leur dire, je ne sais pas si c'est un exemple à suivre, je serai toujours avec vous, même si vous n'avez pas toujours raison. Je ne sais pas, c'est ma philosophie. Je serai toujours de leur côté, même si elles n'ont pas toujours raison. Alors bien sûr, si elles n'ont pas raison, je le leur dis, mais je suis toujours de leur côté. Ah, c'est trop chaud. Et là, je te vois à l'écran et je te vois ta tête. C'est bien, c'est bien. Alors, Emma est là-bas. Emma est en train de terminer ses études, donc elle est dans une branche... pas proche de la mienne, mais dans une certaine mesure, oui. Elle est dans le commerce, elle est un peu... pas proche de la tienne? Ouais. Non, je ne me définis pas comme un commerçant. Un petit peu commercial. Un petit peu commercial peut-être, mais pas commerçant au sens strict du terme. Donc, bon, elle a choisi sa voie, elle se plaît dans ce qu'elle fait. À peine elle a terminé son premier cycle, qu'elle a trouvé assez facilement un emploi. Donc, elle est heureuse. Déjà. Elle commence déjà à travailler. Elle est installée, elle se plaît. Bon... La vie qui a roulé. La deuxième est encore trop petite. La cadette est en 4e. Ah oui. Et la dernière est chez les moyens. Donc, ça me permet de me tenir frais. J'ai encore du boulot. Ouais, j'ai encore du boulot. Elles savent ce que tu fais? Tu as discuté avec elles? Ça leur est arrivé de me poser la question. Mais papa, tu fais quoi? Parce que ça peut paraître assez nébuleux. Quand je prends par exemple mes parents qui sont très conservateurs,
c'est encore une autre étape, une autre génération. Maman est une expert comptable à la retraite, mon père est architecte. Bon, pas forcément de grosses accointances père-enfant et fils-enfant, parce que très rebelle, toujours été très rebelle. Toujours été très désireux d'être autonome dans ma manière de faire. J'ai un parcours parsemé d'embûches, de réussites et d'échecs. Pas toujours de bonnes choses, mais ça fait partie des choses qui construisent, je pense, un homme avec un grand H. Mesdames, un homme avec un grand H. Excusez-moi. Donc l'idée, en fait, mes filles, assez rapidement, même mes parents me disent, en fait, on ne comprend pas trop ce que tu fais, c'est une association, c'est une société, on ne comprend pas trop comment tu vis. Tu gagnes de l'argent, comment tu gagnes ta vie. Et en fait, l'idée pour moi, au travers de ce programme sportif, associatif, sociétal, était de démontrer qu'avec les activités physiques, avec bien sûr un secteur qui est le nôtre. Hein, ça t'a aidé aussi. Ça m'a aidé. Le nautisme, qui est la pierre angulaire de ma vision, peut être porteur de développement pour notre territoire. C'est un secteur d'activité, comme je le disais tout à l'heure en préambule, on parle aujourd'hui d'économie bleue, on parle de développement économique, on parle de défiscalisation, on parle d'accompagnement et de reconnaissance de l'activité nautique en tant que pourvoyeur d'intérêt pour le développement du territoire et l'animation du territoire. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu la Jacques Vabre. On n'aime pas, mais ce sont des activités nautiques qui permettent de faire connaître, qui permettent de positionner notre territoire. Et autour de ces activités, il y a tout un pan de développement qui est adossé, qui peut paraître un peu nébuleux pour le simple Martiniquais qui ne s'intéresse pas à la question. Donc, pour donner un exemple, aujourd'hui, on parle de l'école de pêche. Il n'y a pas d'école de pêche en Martinique. Il n'y a pas d'école de pêche? Non, c'est une école maritime. Il y a des branches pêche, il y a des branches d'excursionnistes, mais ce n'est pas une école de pêche, c'est une école maritime. Il y a plusieurs diplômes qui sont proposés dans cet établissement. Donc à terme, de toutes les façons, on ne peut pas former de pêcheurs en Martinique. Si, ils forment aussi des pêcheurs, mais ce n'est pas une école de pêche, c'est une école maritime. Explique-moi la différence, excuse-moi. Alors, quand on parle de l'école de Trinité, on pense aux marins-pêcheurs. Mais oui. Très bien, pourquoi pas, mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi le capitaine 200, le capitaine 400. Ce sont des diplômes qui permettent d'amener des gens en mer, donc des excursionnistes qui peuvent aussi... Il y a la maintenance aussi. Il y a la maintenance. Il y a tout un florilège de diplômes que je ne vais pas dévoiler là ici parce que je ne suis pas un spécialiste. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on va à Trinité, à l'école maritime, il y a plusieurs diplômes que vous pouvez acquérir. Quand vous allez au lycée Schellcher, il y a le bac scientifique, il y a le bac économique, il y a le bac général. Enfin bon, vous avez compris un petit peu l'idée. Et c'est un très vite raccourci qui est pris que de parler de l'école de Trinité comme étant l'école de pêche. C'est l'école maritime. C'était beaucoup plus global. C'est beaucoup plus global. Mais qu'il y a beaucoup plus de perspectives que c'est vrai. Tout à fait. C'est vrai. Après, alors ça c'est de 3 à moi. Après, est-ce qu'un jeune il a envie de se dire je vais être marin-pêcheur? Est-ce que je veux travailler dans le maritime? C'est ça. C'est deux questions totalement distinctes. Oui, je sais. En plus, ça confirme ce que tu viens de dire à l'instant, l'amalgame. C'est deux questions totalement distinctes. De façon globale, je parais c'est marin-pêcheur. Est-ce qu'aujourd'hui, on a vraiment... alors, tu me diras, je ne côtoie pas peut-être suffisamment de jeunes, mais je n'ai pas vraiment l'impression que ça soit un secteur qui soit valorisé, ni même non. J'ai rarement entendu un jeune me dire j'ai envie de travailler. Je n'ai pas pour coutume de mettre au centre de mes quelques rares prises de parole l'élu, mais il faut reconnaître que l'élu, d'une manière générale, a peut-être raté quelque chose. Quand on pense au nautisme, on n'a qu'à aller au Marais, on n'a qu'à aller à Sainte-Anne, on n'a qu'à aller aux Anses d'Arlé, on n'a qu'à aller aux Trois-Îlets, on n'a qu'à aller au François. Assez rapidement, il nous saute quelque chose aux yeux. Il y a 2 types de pratiquants. Il y a le pratiquant nautique professionnel qui est très souvent un marin-pêcheur. Et puis, il y a tout un autre pan d'activité qui est très souvent conduit par des hexagonaux. La réalité, c'est quoi? C'est que l'essentiel du développement nautique, ce n'est pas la pêche. Ouais. Ce sont les loisirs nautiques. Mm-hmm. Vous prenez n'importe quel touriste qui viendra en Martinique, n'importe quel touriste qui viendra en Martinique, tôt ou tard,
il aura de l'eau de mer sur le corps. C'est vrai. Et quand il aura de l'eau de mer sur le corps, il sera allé aux Anses d'Arlé, voir les tortues. Il sera allé à Saint-Pierre, voir les dauphins. Il sera allé au François, à la baignoire de Joséphine. Il aura travaillé avec tel professionnel. On n'est pas là pour faire la publicité des uns ou des autres, mais des professionnels qui sont eux-mêmes, très souvent eux-mêmes en partenariat avec les spécialistes du tourisme. C'est bien la preuve que le nautisme, ce n'est pas qu'une question de pêche. C'est vrai. La pêche, c'est pour nourrir nos enfants. La pêche, c'est pour nourrir la population. Nos marins-pêcheurs font un travail extraordinaire. Ils rencontrent des difficultés comme tous les secteurs d'activité. Nos élus les ont accompagnés en créant effectivement des ports, en créant des quais, en créant des infrastructures, en créant des appareils de distribution de glace pour permettre effectivement à ces professionnels de pouvoir, on va dire, accompagner la population dans leurs besoins de consommation de poissons frais, d'accompagner les professionnels, notamment de restauration, avec des produits frais, que on ne serve pas à la Martinique du poisson uniquement congelé, etc., etc. Mais il n'y a pas que la pêche. Si vous allez au port, l'un des plus grands ports de la Caraïbe, aujourd'hui au port du Marin, on n'aime pas. Mais il n'y a quasiment pas de pêche au Marin. Il n'y a pas de pêche au port du Marin. Ouais. Et c'est aujourd'hui le plus grand pôle. Quand on pense à ces millions, je parle bien de millions, qui sont mobilisés pour permettre au secteur de vivre, avec la défiscalisation, on ne va pas entrer dans des débats trop techniques, avec des problèmes de Schengen, avec des apports de personnes de la Caraïbe qui ne sont pas français. Donc, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Ce que je veux dire à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, et je te remercie de cette opportunité que tu me donnes de parler de ça de manière assez simple. Il y a énormément de métiers qui découlent de la mer et qui ne sont pas pris à bras le corps par nos compatriotes. C'est vrai. C'est tout. Je pense que c'est dû aussi, comme tu dis, aussi à une méconnaissance aussi. Il y a une méconnaissance, il y a un manque de vision. Alors, je me permets un débat. Je fais une parenthèse, j'espère que je ne vais pas me la prendre trop dans le visage. Non. Quand je regarde un peu les réactions par rapport à la Jacques Vabre, tu sais, il y a eu... j'entends, j'ai entendu un petit peu de tout, j'ai entendu machin, et j'avoue que j'étais très surprise des fois, en fait, d'entendre le côté très revendicatif en fait de certaines personnes qui n'acceptaient même pas la course en fait, comme un événement sportif simplement. Ils n'acceptent pas la course. Je pense que c'est parce qu'on ne leur a pas expliqué, on ne leur a pas démontré, on ne leur a pas apporté l'information. Aujourd'hui, on aime, on n'aime pas. Pour moi, la question de la Jacques Vabre ne se pose pas. C'est oui. Par contre, ce qui aurait été extraordinaire, et ça n'arrivera jamais, ce qui aurait été extraordinaire, c'est que la Jacques Vabre parte de la Martinique. Et là, nous aurions eu des millions de personnes qui voudraient venir en Martinique, des milliers de gens qui auraient voulu voir tous ces bateaux à quai en même temps. On aurait vendu des... On n'a pas la surface pour ça. Mais, alors moi, peut-être à l'Agora, les temps abricots. Après, tu me diras, tu ne rentres pas dans les trucs techniques. On est dans l'hypothèse. On est dans l'hypothèse. OK, on n'a pas la place. Pourquoi pas dire, bon, voilà, on fait le départ de la Jacques Vabre, les classes 40. Donc, il faut que j'aille les voir d'ailleurs. On m'a dit que les IMOCA sont arrivés, il y en a 4. Les IMOCA, ils sont combien? Ils sont 40? OK, il y a 40 IMOCA. On a de la place pour accueillir 40 IMOCA. Par contre, ils partent de la Martinique et tous ceux qui sont là viennent voir les 40 IMOCA. Tous les bateaux sont là, la Martinique. J'essaie de passer pour voir. On continue les photos. On va aborder un sujet, je t'ai déjà dit, je vais presque finir avec ça. Non, là, tu n'es pas là. Oui, je suis là. Oh, il est trop mignon. Tu pleurais? Alors... Là, je suis avec Patrick Asselon. Quand on a commencé cette aventure motonautique, il y a une très grande compétition en Guadeloupe qui s'appelait la Carujet. Donc, quand on a démarré l'aventure, l'objectif pour nous sportivement était d'être bon, d'être sportivement en capacité de répondre à cette adversité guadeloupéenne qui est jusqu'à maintenant, il faut le dire, on a eu à être meilleur qu'eux, mais dans le temps, ils sont meilleurs que nous. Ils sont toujours là, les pilotes guadeloupéens sont toujours là, on les a battus. Une année, on les a battus, 2 années, on les a battus. Mais en règle générale, ils sont plus forts que nous. Et cette année, avec Patrick, et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, on a terminé 1er, 2e et 3e.
avec toute la confrérie des Guadeloupéens qui sont venus. On avait poussé très, 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 très fort. Et à l'issue de cette année, on a eu Hugo Fidelin qui a été champion du monde, qui a gagné la Caroujet, qui est champion du monde. Hein. Donc, ça a été le premier champion du monde de sport mécanique officiel. Donc, c'est pas Simon Jean-Joseph, hein, même si j'adore Simon, c'est Hugo Fidelin. On a eu avant lui un autre pilote, Christophe Concourier, qui avait terminé deuxième. D'accord. Donc, on avait poussé très, très fort. On avait mis tous les moyens. On avait été accompagné par des collectivités. Et l'émotion était forte de voir 3 Martiniquais et pas de Guadeloupéens sur le podium cette année-là. Je crois que de mémoire que c'était en 2013 ou 2014. Tu t'es caché quand même, tu as gardé les lunettes de soleil. Ouais, voilà, c'était un grand moment sportivement pour nous. Super. Oui. Ah, alors dans cette photo, on voit le logo de Jet Attitude. À droite, on voit le logo de Jet Attitude et à l'époque de la région Martinique. Donc on a au plus fort de notre volonté d'être impactant sportivement, on n'a pas anticipé au championnat du monde de vitesse. Où il y avait un circuit mondial où les meilleurs pilotes de jet sont retenus par l'Union internationale motonautique. C'est une union internationale qui a ses bureaux à Monaco et avait été retenu Hugo Fidelin, Christophe Concourier. Et là, nous étions, pour nous, Martiniquais, c'était la première fois que nous allions plus loin que la France et que la Guadeloupe. Là, nous étions ni plus ni moins qu'au Qatar pour le lancement de la compétition et voir floquer notre flamme officielle et la région Martinique sous les gratte-ciel de Doha, on se disait, mon Dieu, tu t'imagines? Waouh! Et c'était à quelle année, tu m'as dit? Ça, c'était en 2015. Ah, mais quand 2015, même! 2016. C'est l'occasion de retourner après? Oui, on a eu l'occasion d'y retourner. Pour d'autres projets, mais c'est sportivement, on était là-bas avec les garçons pour concourir. Aucune chance pour nous d'être parmi les meilleurs parce que nous, ce qu'on fait à la Martinique, c'est plutôt du Paris-Dakar. Donc, c'est des courses Paris-Dakar où tout le monde connaît. Et là-bas, c'est de la Formule 1. Donc, c'est pas du tout... D'accord, on n'est pas sur le même terrain, on n'est pas sur le même rythme. C'est pas le même matériel. Tout le monde, ceux qui nous regardent, ne connaissent pas forcément, tu vois, Paris-Dakar ou... Alors, pour vous faire encore plus simple, nous, on participe à des courses de 4x4. Oui, ça c'est et là, ou de motocross. Et là, c'est des courses de MotoGP ou de Formule 1. Donc, c'est bien des voitures, mais c'est la catégorie n'est pas la même, la vitesse n'est pas la même, le terrain n'est pas identique. Et le parcours non plus. Voilà, c'est totalement différent. Super. Mais c'était important pour nous d'y aller et de voir comment ils organisent, quel type de personnes répondent présents à ce type d'événement, la typologie, les positionnements sociaux, culturels, économiques. C'est important pour nous de bien comprendre comment fonctionne le jet mondial pour pouvoir construire notre projet martiniquais. Génial, oui. Bon, on va l'aborder là, le sujet, parce que bon, ça me taraude la tête. Tu fais de la politique, quand dis-moi. Ne me dis pas, je sais pas, je suis pas... Non. Honnêtement, allez, on n'est pas venu te dire, David, bon, quand est-ce que tu... viens avec nous sur la liste. Non. Tu me regardes pas quand tu me dis ça. Non, pas du tout. Non, le caractère politique, bon, pour moi, est une question éminemment sérieuse. Bon, je crois que les élus qui sont en place actuellement font déjà de leur mieux. Je ne pense pas que ma personne soit nécessaire aujourd'hui pour faire avancer le débat politique. J'ai bien mes idées, j'ai bien ma vision, comme toute personne qui effectivement œuvre pour son territoire, parce que forcément quand on fait des choses, on rencontre des problématiques, on découvre ce que j'appelle très clairement des injustices. Sans parler de racisme ou de protectionnisme, je crois qu'il existe encore des choses à régler dans notre territoire, sur notre territoire. Je crois que si on ne fait pas attention et qu'on n'a pas un débat suffisamment ouvert, on peut rapidement effectivement retrouver certains de nos compatriotes qui se réfugient dans des thématiques qui sont des fois un petit peu agressives, qui sont des fois un petit peu trop revendicatives, en ne prenant pas en compte un développement global, c'est-à-dire ce développement global, le bien vivre ensemble. Donc nous sommes un petit territoire qui rencontre une problématique énorme et je pense que cela équivaut à tous les territoires.
mais pour nous, c'est plus important parce que nous sommes un petit territoire, c'est la compétitivité mondiale. Aujourd'hui, avec l'Internet, avec la mondialisation, avec les smartphones, avec le câblage, on subit des influences qui sont des influences mondiales alors que nous sommes sur un petit territoire. Ouais. Donc, on ne peut pas tout prendre au pied de la lettre, on ne peut pas tout importer, on ne peut pas faire comme si ce qui se passait avant n'existait plus. Il faut un certain temps pour permettre à toutes les personnes de trouver leur place, leur donner le temps de comprendre qu'il y a forcément des choses qui se faisaient qui ne peuvent plus se faire, des choses qu'on a envie de faire mais qu'on ne peut pas faire, en fait, et qu'on évolue ou qu'on réajuste. Donc, je pense qu'aujourd'hui, un élu, quel qu'il soit, et quand il est aux affaires, il ne peut pas ignorer les difficultés de faire en sorte que toutes les pièces du puzzle trouvent leur place. Donc, c'est éminemment difficile. Je n'ai pas la conviction d'être aujourd'hui nécessaire au débat politique. J'ai une vision sur une thématique, j'essaye de rester dans mon coin. Non, la question c'est est-ce que tu avais, c'est au-delà, je pense que oui, je pense qu'à un moment ou un autre ça viendra. En tout cas, tu le fais déjà un petit peu. Oui, on fait tous de la politique. Mais alors, du coup, ma question, je vais la changer, c'est qu'est-ce qui m'amène David? Tu sais, des fois, alors je connais David depuis quelques temps, on va dire, plus intensivement ces derniers temps. Des fois, je t'écoute parler, mais je me dis, mais mais pourquoi il a envie de se battre? Pourquoi il a envie de faire? Alors, je te dis ça, mais je me bats aussi à ma façon. D'une certaine façon, tu œuvres aussi. Oui. Mais quand je t'écoute parler, je me dis, mais il a tellement de conviction, ce bonhomme, que tu sais, tu as l'impression que tu pars en guerre des fois avec un bouclier, avec un truc et tu dis, allez, j'y vais, je veux tout seul. Comme je dis souvent, avec le temps qui a passé, au travers de tout ce que j'ai pu faire depuis l'époque où j'étais sportif, j'ai fréquenté plusieurs milieux sportifs, culturels, sociaux, professionnels, avec mes parents, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes amis. Donc, j'ai des relations dans tous les corps de métier et je crois que c'est ça qui fait mon influence. Je me dis, quand je suis confronté à un certain nombre de problèmes, justes ou injustes, quand je tends à me réfugier derrière des causes fermes, revendicatrices, je me dis surtout, David, si toi tu rencontres ces problèmes-là, avec tous les numéros de téléphone que tu as dans ton téléphone, qu'est-ce que tu laisses pour un jeune compatriote qui a envie de faire des choses et qui ne sait pas par quel bout prendre les choses? Et je me dis, plus que le militantisme, il faut quand même donner une part d'espoir à nos jeunes compatriotes qui ont besoin de croire que les choses sont possibles. Et c'est très compliqué parce que il y a aujourd'hui ce que l'on voit. Et malheureusement, comme j'ai dit aux personnes avec qui je collabore, dans l'association, dans mon travail, ce n'est pas la partie visible de l'iceberg qui a coulé le Titanic. Et c'est ça qui est important. On tend à nous faire voir des choses. Regardez. Mais en vérité, pendant que tu t'es vu, tu as regardé ou pas rappelé ou rien, mais c'est pas la belle à passer, c'est l'autre côté. Et c'est ce qu'il faut dire à nos jeunes compatriotes. Ce qu'on l'on met très souvent en avant n'est pas forcément la vraie problématique. Il y a quelque chose d'effroyable. Et aussi une belle chose, ce sont les réseaux sociaux. On lance toute espèce de fausses idées sur les réseaux sociaux, ça se propage à la vitesse de l'éclair, on dépense beaucoup plus d'énergie à essayer de rétablir les choses, et quand on veut rétablir les choses, des fois, finalement, on tombe sur des personnes de mauvaise foi qui vont vous dire « Ah ouais, mais c'est qu'à des fonds de coin, il n'y a pas de fumée sans feu ». Alors qu'aujourd'hui, c'est ça la vraie difficulté. On arrive à faire des flammes, de la fumée, alors qu'il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de feu, mais on veut en faire une histoire. Tu parlais tout à l'heure de la Jacques Vabre. Je pense que ceux qui attisent, ceux qui veulent pointer du doigt, ceux qui veulent mettre en difficulté, ils n'étaient pas au Havre pour voir ces milliers et milliers et milliers de personnes, tous ces commerçants martiniquais qui ont fait valoir le faire savoir martiniquais, leurs produits, leurs compétences, leurs revendications, leur être. Et puis la réaction sur des personnes, en fait, quand tu... Alors, la réaction des personnes quand tu parlais de la destination Martinique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une carte à jouer, il y a vraiment un engouement pour la destination, il y a... j'ai l'impression qu'on est plus fiers, enfin, j'y étais, hein. On est plus fiers en fait quand on voit en fait le bonheur que c'est en fait de parler de notre île à d'autres personnes. Et cette richesse là en fait,
on l'oublie en fait une fois qu'on arrive ici. On oublie parce que on est sur alors je conçois, il y a des problématiques de vie chère, de tout ça, mais on a une chance extraordinaire en fait de vivre ici. C'est quand moi, en tout cas, quand on entend souvent les autres parler de l'île qu'on se dit waouh putain, mais on a un trésor quoi. Il y a quelque chose qui est au centre, qui je crois peut synthétiser ce que tu essayes de dire. Nous vivons à la Martinique. Je vais prendre un cas concret, un exemple. Vous avez envie d'un téléphone. Nous avons tous des téléphones. Ah, je veux le dernier téléphone, je le veux. Une fois que vous l'avez. Ouais. C'est pour ça que je me suis battue, pour ça. Pourquoi je prends cet exemple? Il y a quelque chose qui, par contre, est très clair. Les personnes qui voient la Martinique de l'extérieur, c'est pour eux un bijou. Ah oui. Un diamant. Et de toutes ces personnes qui voient la Martinique, toutes celles qui viennent à la Martinique, ce n'est qu'un embryon de toutes les personnes qui pourraient venir en Martinique. Je n'ai pas de conseils ni d'alerte à lancer, mais si on avait cette fameuse continuité territoriale, ce ne sont pas 5 ou 6 avions ou 10 avions qu'on accueillerait par semaine. Après, tu me dis ça, mais les personnes aussi, est-ce que alors, je vais lancer un débat qu'on ne va même pas pouvoir sans doute répondre clôturer, mais m'ouvrir. Est-ce que les Martiniquais ont vraiment envie d'avoir le tourisme comme enjeu? Alors, moi, je suis prêt à aborder la question. J'ai entendu nombre de mes amis, parce qu'on a des amis qui sont fans ou qui sont adeptes de telle thématique, et puis d'autres amis qui sont fans ou adeptes d'une autre thématique. Donc, la Martinique est faite de ces différences. Il faut les accepter, les différences. Par contre, soyons très clairs. Quand la crise du Covid a frappé le monde, donc la Martinique, parce que la Martinique, même si c'est un caillou, la Martinique fait partie du monde, on a très clairement ressenti le manque de dynamisme, le manque de développement économique, le manque d'apport d'argent lié à cette manne de personnes qui venaient. Donc demandez aux restaurateurs, demandez aux loueurs de voitures, demandez tous ceux qui font quelque part la force de l'économie, qui font la force de notre pays, qui font l'économie de notre pays. Faire l'économie et la force de notre pays, c'est quoi? C'est produire des richesses qui permettent de payer des salaires, qui eux-mêmes, ces salaires, permettent de faire fonctionner un pays. Quand on a été coupé du monde, on l'a senti et on continue de le sentir passer. C'est qu'on a oublié en fait qu'on avait un Covid il y a à peine 3 ans. Quoi. Il y a à peine 3 ans. David, je serais obligée de t'interrompre parce qu'on est déjà... Tu vois comment ça passe vite? Deux choses quand même, avant de... Parce que l'idée de l'émission en fait, c'est que la personne en fait qui est chez elle et qui nous regarde, qui se dit j'ai un super projet, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de machin, mais je n'ose pas. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme message? Le message aujourd'hui, c'est que si vous croyez en quelque chose, il faut le faire. Il faut trouver les moyens, il faut frapper aux portes, il ne faut pas hésiter à aller voir des gens. Je sais que très souvent, moi-même aussi, comme tous ceux qui entreprennent d'une manière générale, on passe par des périodes de doute. Les doutes, très souvent, ne sont pas liés à sa conviction, mais est-ce qu'on va y arriver? On croit au projet, mais la question c'est est-ce qu'on va y arriver? On ne sait pas si on y va pas. On ne sait pas. Mais voilà, 100% de ceux qui ont joué au loto ont tenté 100% de ceux qui ont gagné ont tenté leur chance. Il faut tenter. Tomber, c'est pas grave. Échouer n'est pas fondamentalement un échec. C'est peut-être se dire il faut que je réajuste, il faut que je prenne d'autres éléments en compte, il faut que je parte de plus loin, il faut que je sois plus vigilant. Mais en aucun cas, il ne faut se dire non, je n'en parle pas, non, je ne dis rien. Il vaut mieux que vous ayez un projet, qu'on vous l'ait piqué parce que vous avez trop parlé, et vous dire ah ouais, j'avais un projet, il l'a piqué, il y est arrivé. C'est pas la peine de ruminer. Si vous avez pensé un projet, vous pouvez en penser 2. Et vous pouvez en penser 3, 4 ou 5 ou 10. C'est parce que vous avez l'esprit novateur, vous avez l'esprit inventif. Donc, il ne faut pas s'arrêter à des échecs. Il faut toujours être force de proposition. Super. Dernière question, c'est la fin. Manuela, je m'en excuse. Alors, l'émission s'appelle Bien vivre simplement. Ça paraît peut-être un peu bateau, comme ça, quand tu l'écoutes. Mais finalement, c'est pas si bateau que ça. Qu'est-ce que toi, tu fais pour bien vivre simplement au quotidien ? C'est pas très compliqué. J'essaye d'éviter les conflits. Mais comme c'est pas possible, parce qu'à partir du moment où vous vivez, forcément, vous générez une énergie. Cette énergie que vous générez, elle peut plaire comme elle peut déplaire.
Donc, j'essaye de rester fidèle à mes convictions. Génial. Il a bien fini, hein. Il s'est fait à court, hein, des fois. Bon, je crois qu'on arrive à la fin de l'émission. Tu as envie de rajouter quelque chose? Merci à toi pour cette invitation. Merci. Merci à Zouk TV de m'avoir accueilli sur ce beau plateau. Et puis, je dis à mes compatriotes, ne soyez pas négatifs, soyez positifs. Tout ce que vous avez envie d'entreprendre, entreprenez-le. Super, merci David. J'espère que vous avez passé une bonne émission. Tu as vu, je sors de l'émission avec la banane en fait. Et c'est ce que j'apprécie. En tout cas, j'espère que vous aussi, vous l'avez eu, que vous l'aurez en tout cas, qu'on vous aura éventuellement motivé, dynamisé, que voilà. Merci à vous et à très bientôt.